La Malaisie fête ses 50 ans d'indépendance en ce mois de juillet 2007. La nouvelle ville de Putrajaya, centre politique et administratif du pays, reçoit ses hôtes pour un magnifique spectacle. À l'image de cette nation cosmopolite, toutes les composantes ethniques sont réunies dans une féerie de couleurs, de musique. Quand le drapeau britannique a été abaissé à Kuala Lumpur le 31 août 1957 dans l'ancienne résidence des gouverneurs britanniques, Abdul Rahman a mené la foule en annonçant « Merdeka », liberté. Cette cérémonie met fin à plus de 150 ans de colonisation. Tout avait commencé au XVe siècle avec la quête d'épices. Les Vénitiens les achetaient à des commerçants arabes qui se les procuraient, eux, à Malacca, alors capitale de l'Empire malais. Voulant profiter seuls de cette richesse, les Portugais décident de briser cette chaîne. Ils attaquent Malacca en 1511 et créent un comptoir florissant. Mais leur pouvoir est contesté car ils cherchent aussi à imposer la foi chrétienne. Les Hollandais, qui n'ont que des prétentions commerciales, attaquent Malacca en 1641 et chassent les Portugais. Ils n'investissent que peu en Malaisie, préférant Batavia. Ils laissent donc la place aux Anglais qui s'installent dans l'île de Penang. L'invention du français Nicolas Appert va provoquer une demande considérable d'étain, métal indispensable à la fabrication des boîtes de conserve. En 1857, 87 prospecteurs chinois s'installent à la jonction de deux cours d'eau qu'ils nomment confluent boueux Kuala Lumpur. Le climat est particulièrement insalubre, la plupart meurent très vite. Mais d'autres arrivent car le sous-sol de Kuala regorge d'étain. Peut-on imaginer quand on parcourt aujourd'hui la ville que ce n'était qu'un marécage il y a 150 ans? Les immeubles, les tours poussent comme des champignons. On peine aussi à imaginer que la nature a encore sa place ici. Pourtant, à l'ombre des tours, parmi les plus grandes du monde, les Twins, un jardin, création récente, fait le bonheur des habitants. Ce parc a été créé pour les gens de Kuala Lumpur et il couvre 50 hectares. On a des parcs similaires, 8, mais celui-ci a sa particularité. Il abrite les célèbres tours jumelles, faisant chacune 88 étages. Tous les espaces verts de la Malaisie sont gérés par le département national du paysage. Mais chaque État de Malaisie a sa propre section et pour Kuala Lumpur, c'est la mairie qui s'en occupe avec la contribution des organismes du secteur privé. Especially the KLCC Park is actually the contribution from the private sector. During the weekend, you will see there will be a lot of people here. Not only here, but in other parts. Le week-end, il y a beaucoup de monde ici et dans tous les parcs de la ville. Mais nous avons aussi des parcs très visités à l'extérieur de la ville, des parcs récréatifs ou agricoles. Forest recreation, we have agriculture park. L'un des parcs le plus visités est sans conteste Lake Garden. Jadis forêt peuplée de cochons sauvages et de tigres, les jardins ont été aménagés par les Anglais en 1889. Leur influence est évidente, largement inspirée par Hyde Park et la Serpentine de Londres. Prisés par les habitants, site névralgique de la ville, les jardins offrent de nombreuses activités en plein air.
Le week-end, on y pique-nique, on y fait du sport, on y médite. Véritable poumon de Kuala Lumpur avec 92 hectares de végétation et un lac artificiel en son centre qui attire les amateurs de barques et de pédalo. C'est un îlot de calme et de tranquillité pour cette mégapole qui ne cesse de croître. Proche de Lake Garden, sur une colline dominant la ville, les jardiniers de Kuala Lumpur font le bonheur des amoureux d'orchidées. Le jardin des orchidées est l'un des plus grands d'Asie avec plus de 800 variétés. Dans ce paradis floral d'un hectare se côtoie une densité exceptionnelle d'espèces rares. On vient du bout du monde pour admirer les 10 000 orchidées du Taman Orchid. Taman veut dire jardin en malais. Objet de tous les soins, la plus grande orchidée de la Terre, Grammatophyllum speciosum. Malheureusement, il faudra revenir pour la voir en fleurs. Vous pourrez par contre vous enivrer du parfum de cette toute petite orchidée et écouter les conseils d'un professionnel à la boutique du jardin. You must wait for example, this size. Pour qu'une orchidée de cette taille fleurisse, vous devez attendre 2 ans et demi environ. Et vous aurez une Cattleya comme celle-là. Nous les fabriquons nous-mêmes en partant des graines que nous mettons là-dedans. Ça produit des petits plants. Ceci environ 1 an et demi. To few plants, then grow bigger, then we sell. And they hold how many? 1 year, 2 years? This already. Il faudra ensuite 2 ans et demi de plus pour qu'elle fleurisse. Another 2.5 years, then to. 2.5. Yes. Okay. And you have many different orchids? Many different varieties. This one is Phalaenopsis. On a différentes variétés d'orchidées. Des Phalaenopsis, des Cattleya, des Dendrobium, des Vanda, etc. etc. Vanda mimipalma. This one Rhynchostalis. This one Vasco. This one Phalaenopsis wallacea. This time. Elles fleurissent l'été. En hiver, il n'y en a pas du tout. Nous utilisons ces engrais. Le vert pour fortifier les racines, le bleu pour que la floraison soit plus importante. On les utilise en alternance, 1 fois par semaine. Par exemple, l'un le jeudi et l'autre le dimanche. Contrairement à l'idée répandue, les orchidées ne poussent pas que dans les jungles humides et chaudes. Vous pouvez en trouver au bord des routes, dans le sud-ouest de la France par exemple, et même à proximité de l'Arctique. Cette famille de plantes à fleurs compte plus de 35 000 espèces sauvages et des milliers d'hybrides. Si on apprécie aujourd'hui la beauté de ces fleurs, l'orchidée fut utilisée pendant des siècles pour la confection de breuvages, de médicaments et même de potions magiques. Les sorcières employaient les bulbes frais pour provoquer l'amour et les sécher pour le guérir. En Malaisie, on utilisait autrefois les feuilles de certaines orchidées comme légumes. Si la cuisine des orchidées vous tente, il vous faudra les cultiver. Copiez la méthode des jardiniers de Kuala Lumpur. Mettez des morceaux de charbon de bois dans vos pots. Ici, on en cultive certaines en pleine terre. Quelle chance ils ont! Le jardin des hibiscus jouxte celui des orchidées. S'étendant sur près d'1 hectare, plus de 5000 plantes aux fleurs rouges, roses, jaunes, saumon et orange colorent les chemins et les terrasses. Mais pourquoi un jardin consacré à une seule fleur, l'Hibiscus rosa sinensis?
Ce jardin est spécialement dédié à la culture de la plus célèbre fleur locale, l'hibiscus, notre fleur nationale. Le rouge est le symbole de la bravoure, et les 5 pétales de la fleur représentent les 5 piliers de notre nation. Ce jardin est donc dédié à notre pays. Nous avons environ 80 variétés différentes d'hibiscus dans ce jardin, qui se déclinent dans différentes couleurs, le rouge, le blanc, le orange, le jaune, etc., etc. L'hibiscus est probablement originaire de Chine. Il est devenu rapidement une plante très commune dans le pays. Il pousse très facilement. Il suffit juste de planter une bouture. En Malaisie, les hibiscus ne donnent pas de graines. On importe des variétés d'autres pays. Les graines ne germent pas ici. Pour le multiplier, nous faisons des boutures ou des marcottes. C'est vraiment très facile. 2000 ans avant l'ère chrétienne, l'hibiscus faisait déjà parler de lui. En Inde, la religion hindouiste raconte que Kali tire la langue à Shiva, une langue représentée par une fleur d'hibiscus. Depuis cet acte outrageux, la fleur est bannie des cérémonies religieuses. En Chine, la fleur connaît un meilleur sort. Au XVe siècle, les coquettes de Suzhou l'arborent à leur corsage. À cette époque, ils peuplaient les jardins des fermiers qui les cultivaient pour ses vertus curatives et culinaires. Il existe dans le monde 6000 variétés exotiques répertoriées, offrant une gamme infinie de couleurs. Couleurs toujours à Bird Gardens, avec en prime des chants plus ou moins harmonieux. 3000 oiseaux se partagent la plus grande volière de la planète. La fête d'inauguration en 1991 fut grandiose. Des représentants de tous les continents étaient venus célébrer l'occasion avec des oiseaux en guise de présent. Tout un symbole. On admirera surtout les magnifiques calaos de Malaisie, dont le fameux calao rhinocéros. Après la véritable cacophonie des oiseaux, les légers bruissements d'ailes à peine perceptibles des papillons reposent. Mais l'œil doit être rapide pour saisir au vol leur beauté. Heureusement, ils se posent sur les fleurs du jardin pour en savourer leur nectar. Le lieu, une forêt tropicale malaisienne, soigneusement aménagée, abrite plus de 6000 lépidoptères de 120 espèces différentes. Cet habitat naturel a été reconstitué de toutes pièces grâce à la plantation de plus de 15 000 végétaux. Cet environnement luxuriant est plus qu'un décor agréable, il est un univers vital pour les papillons qui ne peuvent vivre sans les fleurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez que les papillons envahissent votre jardin. Plantez, semez les arbustes et les fleurs qu'ils aiment. Offrez-leur aussi un petit dessert, de l'eau sucrée, des tranches d'ananas par exemple. Surplombant Lake Garden, Carcosa Serinegra, l'ancienne résidence des gouverneurs britanniques puis du Premier ministre malais, est un lieu chargé d'histoire. Carcosa, la résidence où vous êtes à l'heure actuelle, a été construite en 1898. Il y a eu donc 7 ans de travaux et elle a été ouverte en 1905. Et c'était donc la résidence du gouverneur britannique, basé bien sûr dans l'état de Malaya à l'époque, qui s'appelait donc Sir Frank Whitenham.
et qui vivait donc avec son épouse. Et il a créé cette résidence pour être non seulement sa résidence à lui, mais la résidence pour ses invités, chefs d'État étrangers ou lords and ladies venant de Grande-Bretagne. Et donc en 1957, le gouvernement malaisien a repris la maison pour être la résidence du Premier ministre, Abdul Rahman, qui était donc le premier Premier ministre malaisien. Et ensuite, on redonnait comme cadeau au gouvernement britannique Carcosa. Donc cette maison a accueilli bien sûr des personnes très importantes. Yasser Arafat entre autres, l'empereur Hirohito, Queen Elizabeth II et son cher mari Prince Philippe. Carcosa devient un hôtel depuis 1999. Et donc différentes compagnies ont géré cet hôtel magnifique. Et maintenant, cet hôtel appartient à GHM, une compagnie basée à Singapour. Kuala Lumpur est une ville qui se développe très vite. Les autoroutes sillonnent l'agglomération qui s'étend toujours plus loin. Les abords des axes routiers n'ont pas été négligés et certains ressemblent à des jardins exotiques. J'ai 40 architectes paysagistes dans mon département, celui des parcs et du paysage. Mon personnel compte 162 salariés, dont 130 pour les parcs de Kuala Lumpur. La Malaisie, pays jeune, a d'énormes besoins en formation. Sur le modèle américain, elle a installé un campus de 90 hectares en dehors de la ville. Dans l'enceinte de l'université, Rimba Ilmu, le jardin de la connaissance, qui offre aux visiteurs des serres, des expositions, mais surtout un parcours dans la forêt préservée. Une collection d'arbres et d'arbustes permet la sauvegarde d'espèces menacées et leur étude. Un espace est réservé aux plantes médicinales qui font partie du patrimoine des Orang Asli, les tribus vivant dans le centre du pays. Elles offriront dans l'avenir des ressources importantes pour la création de nouveaux médicaments. Une route bruyante, un viaduc, c'est l'endroit insolite et pas très nature choisi par la famille Ong pour installer une pépinière de bonsaï. Mais rassurez-vous, ce sont des pros. What are you doing? Je suis en train de mettre de l'engrais. Une fois toutes les 2 semaines. C'est de l'engrais organique, de la fiente de poule, de volaille. La dose dépend de la taille du pot et de l'âge de la plante. Celui-ci a entre 20 et 30 ans. Mais les deux là-bas ont plus de 100 ans. Il faut arroser les bonsaïs 2 fois par jour et mettre de l'engrais toutes les 2 semaines. Tous les mois, il faut en ôter les feuilles, puis après 30 jours, des fleurs les remplaceront. C'est très beau. Si vous ne coupez pas les feuilles, vous aurez moins de fleurs. Il fera des tiges très longues. C'est une plante locale. Le nom est jasmine et il sent très bon. J'ai plus de 5000 bonsaïs. Notre politique de croissance inclut un certain pourcentage d'espaces verts dans le paysage. Les régions commencent à en voir l'importance. Elles développent les espaces verts et les parcs. Les nouvelles villes comme Putrajaya sont dotées de jardins et d'espaces verts qui représentent 30 à 40% de la superficie. Notre politique est donc axée sur la préservation du paysage et des espaces verts et valorise ainsi le marché immobilier.
La dernière réalisation un peu folle de la Malaisie, une ville nouvelle, Putrajaya. Le siège de tous les ministères et organismes gouvernementaux. 5000 hectares pour une population qui devrait atteindre 350 000 personnes. Mais la nature n'a pas été oubliée puisqu'elle occupe plus de 35% de l'espace. La campagne à la ville donc, avec évidemment un jardin botanique créé en 2001 qui occupe actuellement une surface de 93 hectares. We can find a lot of plants. L'idée est d'exposer les plantes locales et quelque chose comme 90 plantes venues d'ailleurs. 90 plants around the world. Such like what can you see? Au loin, vous avez les palmiers. Il y a beaucoup de sortes de palmiers dans le monde, mais ceux-ci sont les plus beaux. For very beautiful palm trees here. Actually, we put certain. Chaque lieu est dédié à la culture spécifique d'une plante. Ici, c'est le jardin des palmiers. Palm hill. Okay, so palm hill need to have palm trees. Okay. Another thing is. Et derrière les palmiers, le jardin est consacré aux lianes. On cultive des fleurs comme les héliconias et des plantes grimpantes. Type flower, okay, like heliconia, and also we have climbing plant. Avant la création du jardin botanique et de la ville de Putrajaya, ce lieu était destiné à la production d'huile de palme. Il y a beaucoup d'écoliers qui le visitent dans le cadre de programmes pédagogiques. On y fait aussi du camping. Nous avons aussi des événements, des journées pour les familles. Family day. Okay. We bring our visitor to learn a little bit knowledge about plant. When they come, not in formal. Nous amenons nos visiteurs à avoir certaines connaissances en botanique. So we will give him some knowledge. Okay. So after he go out from this. Ensuite, il parle du jardin à d'autres personnes qui alors viennent au jardin botanique de Putrajaya. And then they will tell another person outside to come here, to take a look here, okay, to have some knowledge, to have some experience like that. Ici, vous voyez des grands arbres. Nous les avons apportés ici pour les planter alors qu'ils étaient déjà grands. Le jardin botanique de Putrajaya, à l'image de cette ville nouvelle, se veut sans limite. 2 phases devraient venir compléter la première création et porter la surface à plus de 290 hectares. Le rôle éducatif et pédagogique du jardin devrait lui aussi se développer. Petit à petit, un arboretum, des serres, des plans d'eau, des massifs prendront la place des dernières plantations de palmiers à huile.